Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé des externalités et des biens collectifs et des biens communs. Nous avions expliqué ces différentes défaillances de marché, pourquoi est-ce que les marchés ne fonctionnaient pas dans ce genre de situation, soit dans le cadre des externalités, ne produisaient pas une quantité optimale pour la société et ne pouvaient donc pas à eux seuls assurer le maximum de bien-être pour l'ensemble de la société, ou dans le cas des biens collectifs et des biens communs, ne pouvaient pas les produire correctement, soit ne pouvaient pas les financer correctement dans le cas des biens collectifs, soit risquaient de conduire à leur surexploitation dans le cas des biens communs. Et donc nous avions vu que dans ce genre de situation, l'État devait intervenir et nous avons vu comment il pouvait intervenir. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à un dernier type de défaillance de marché, ce qu'on appelle les asymétries d'information. Comme pour les autres types de défaillance de marché, nous allons d'abord nous demander pourquoi est-ce que les marchés ne sont pas efficaces en présence d'asymétries d'information et quelles conséquences négatives les asymétries d'information peuvent avoir sur le fonctionnement d'un marché. Il faut naturellement commencer par définir ce qu'est une asymétrie d'information. Une asymétrie d'information est la situation où un des acteurs présents sur le marché, entre parenthèses l'offre ou la demande, dispose d'informations que les autres acteurs n'ont pas. Je répète, une asymétrie d'information est la situation où un des acteurs présents sur le marché, entre parenthèses l'offre ou la demande, dispose d'informations que les autres acteurs n'ont pas. Point. Donc là, quand je parle d'acteurs, je parle vraiment de l'offre ou la demande. Quand on parle d'asymétrie d'information, c'est soit les producteurs, donc l'offre, disposent d'informations auxquelles les consommateurs et les consommatrices n'ont pas accès, ou à l'inverse, les consommateurs et les consommatrices disposent d'informations auxquelles les producteurs n'ont pas accès. On ne parle ainsi pas d'asymétrie d'information quand, par exemple, certains producteurs ont accès à certaines informations auxquelles les autres producteurs n'ont pas accès. Vraiment, on compare l'offre et la demande et on regarde si justement l'une de ces deux forces, l'un de ces deux côtés, a plus d'informations que l'autre. Donc là, on voit bien que l'asymétrie d'information désigne la situation ou la condition de transparence de l'information, d'information parfaite, qui, je vous le rappelle, est une des 5 conditions de la concurrence pure et parfaite. En présence d'asymétrie d'information, cette condition n'est pas respectée. Et c'est en fait la définition de l'asymétrie d'information, puisque, à l'inverse, le principe de transparence de l'information, c'était que l'offre et la demande ont accès aux mêmes informations. Cette information n'est pas forcément parfaite, ils ne savent pas tout sur tout, mais en tout cas, les deux ont accès à la même information. En asymétrie d'information, ce n'est donc pas le cas. L'existence d'asymétrie d'information sur un marché va avoir différentes conséquences négatives. Si ce n'était pas négatif, on parlerait a priori pas de défaillance de marché. La première de ces conséquences, c'est ce qu'on appelle la sélection adverse. Alors, sélection adverse, en l'occurrence, c'est une traduction littérale d'une expression anglaise qui est adverse selection. Vous pouvez avoir d'autres traductions, parfois on parle de sélection inverse, sélection inversée, mais globalement le principe reste le même et sélection adverse est quand même la traduction, même si c'est peut-être la plus maladroite, si est celle qui est la plus répandue. Donc le principe de base, je vais le définir, mais juste avant, le principe de base, c'est que la sélection inverse, vous réagissez justement à la présence d'asymétrie d'information et votre réaction produit un résultat contre-productif, vous obtenez quelque chose qui est à l'inverse de ce que vous vouliez obtenir. Mais bon, je vais expliquer, développer et déjà commencer par définir ce qu'est la sélection adverse. Donc définition, la sélection adverse est la situation où un acteur non informé propose un prix qui le conduit à choisir des produits de mauvaise qualité. Je répète, la sélection adverse est la situation où un acteur non informé, en gros qui souffre d'asymétrie d'information, propose un prix qui le conduit à choisir des produits de mauvaise qualité. Alors le mécanisme précis qui nous fait passer de l'asymétrie d'information à la sélection adverse, je vais vous le présenter dans un instant, il varie un petit peu selon que l'asymétrie d'information porte plutôt sur l'offre ou sur la demande. On va d'abord imaginer la situation qu'on se représente le plus facilement, une asymétrie d'information où l'offre a plus d'informations que la demande. Donc justement, à cause de l'existence d'asymétrie d'information, les consommateurs et les consommatrices ne savent pas exactement quelle sera la qualité du produit
qu'ils sont en phase 2. Si on revient vite fait sur l'existence d'asymétrie d'information, ça peut se retrouver facilement, par exemple, sur le marché des produits d'occasion, le marché de l'immobilier. Ce sont en effet des situations où, par définition, les personnes qui sont du côté de l'offre ont des informations que les personnes qui sont du côté de la demande n'ont pas forcément. Quand vous vendez quelque chose d'occasion, quand vous vendez un bien immobilier, vous avez utilisé ce bien. Donc, vous savez justement quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, des choses qu'on ne peut pas avoir lors d'une simple visite ou d'un seul essai. Vous savez très bien quels sont les problèmes, car vous pouvez vous faire une idée très générale, peut-être pas parfaitement, mais en tout cas vous avez une idée, et vous n'allez pas, d'ailleurs que ce soit volontaire ou pas, mais diffuser toutes ces informations aux personnes qui sont du côté de la demande. Même chose aussi, par exemple, sur un bien immobilier, vous pouvez savoir s'il va y avoir des projets d'aménagement dans le quartier qui peuvent conduire à une dépréciation du bien immobilier. S'il y a un aéroport qui va être construit à côté de cette maison, clairement, une fois que l'aéroport sera construit, la maison vaudra beaucoup moins et c'est peut-être pour ça que vous avez intérêt à la vendre aujourd'hui et à ne pas dire qu'un aéroport va être construit. Donc ça, c'est voilà, pourquoi est-ce qu'on peut retrouver des asymétries d'information sur ce type de marché. Et du coup, les consommateurs, du côté de la demande, ont différentes possibilités, mais en tout cas, dans une perspective économique, d'une perspective d'homo economicus qui se fonde uniquement sur des critères objectifs et qui cherche à maximiser son bien-être, les consommateurs et les consommatrices vont exercer une pression à la baisse sur le prix, en se disant « je ne suis pas sûr en gros de la qualité du produit, donc tant qu'à faire, je vais plutôt chercher des produits avec un prix plus bas et pour me dédommager du fait que je prends un risque en acceptant un produit qui est peut-être de mauvaise qualité, vous devez me voir sur votre prix. » Donc voilà, je vais plutôt me tourner vers les prix les plus bas en me disant bon bah voilà, ça va me coûter moins cher et c'est une façon finalement de me dédommager sur le risque que je prends. Le problème, c'est que quand les prix baissent, les personnes qui proposent des produits de bonne qualité vont considérer à partir d'un certain moment que le prix est trop bas. Si vous savez que votre voiture d'occasion est de bonne qualité, que vous l'avez acheté il n'y a pas longtemps à tel prix, ou même chose sur votre appartement, vous savez qu'il est de bonne qualité, que vous l'avez acheté il n'y a pas si longtemps à tel prix, donc qu'il vaudrait aujourd'hui tel prix sur le marché, vous allez vous dire là le prix est trop bas, moi je ne vends pas à ce prix-là, je me retire du marché. Le problème, c'est que du coup, puisque les personnes qui proposent des produits de bonne qualité se retirent du marché parce que le prix est trop bas, ne reste plus que sur le marché des produits de mauvaise qualité. Donc votre objectif au départ, c'était de vous protéger justement de ces produits de mauvaise qualité. Vous voulez dire, je prends un risque, j'espère évidemment que ce risque va payer, mais en tout cas, je prends un risque parce que je ne suis pas sûr de la qualité du produit. Je veux être dédommagé de ce risque et donc que le prix soit plus bas, et à cause de ça, vous obtenez des produits de mauvaise qualité, vous augmentez en fait le risque de tomber sur des produits de mauvaise qualité. Alors, ce genre de situation peut se retrouver dans une certaine mesure aussi quand la symétrie d'information est en défaveur justement de l'offre. Par exemple, une situation d'asymétrie d'information ou qui est en défaveur de l'offre, c'est le marché des contrats d'assurance. En effet, l'offre, c'est les compagnies d'assurance, la demande, c'est les personnes qui souscrivent à un contrat d'assurance. Et les personnes qui prennent un contrat d'assurance ont forcément plus d'informations que la compagnie sur leur niveau de risque. Est-ce que je suis un bon ou un mauvais conducteur? Est-ce que je suis dans un quartier où il y a un risque de me faire cambrioler plus ou moins important? Est-ce que je prends des risques moi-même est-ce que je fais des sports de risque et donc je risque de finir à l'hôpital? Est-ce que j'ai une certaine condition est-ce que je risque d'être malade, etc. Et forcément, d'ailleurs, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, ils ne vont justement pas divulguer ces informations aux compagnies d'assurance. Donc les compagnies d'assurance vont se dire, en donnant un contrat d'assurance, je prends un risque et peut-être que cette personne va prendre des risques et va me coûter cher. Donc je me protège de ce risque en augmentant le prix. Sauf que quand vous augmentez trop le prix, les personnes qui ont un niveau de risque relativement faible, qui donc ne vont pas vous coûter très cher, vont se dire ah ben non, là le prix est trop élevé, moi je sais qu'en plus justement j'ai pas trop de risques, donc j'ai pas trop besoin d'un contrat d'assurance, donc je vais clairement pas payer tout ça pour avoir un contrat d'assurance. Ces personnes avec du coup une bonne qualité et un niveau de risque faible vont se retirer du marché
Et vous allez vous retrouver uniquement avec des personnes assurées, des personnes qui prennent un contrat d'assurance, qui ont un niveau de risque élevé, qui donc vont vous coûter cher. Donc votre but, c'est à nouveau de vous protéger contre ces personnes. Et au final, ce sont les seules personnes qui achètent votre produit, votre contrat d'assurance. Donc on voit bien cette leçon de sélection adverse de vous réagissez soit donc, quand vous êtes du côté de la demande en baissant le prix, soit quand vous êtes du côté de l'offre en augmentant le prix, et vous vous retrouvez avec des produits de mauvaise qualité contre lesquels vous cherchez à vous protéger en premier lieu. Évidemment, ça suppose que vous agissez en tant qu'acteur économique rationnel. Dans la réalité, on voit bien que le contraire, le prix peut envoyer un signal sur la qualité et que plutôt, si vous êtes du côté des consommateurs, plutôt que de demander un prix plus bas en vous disant justement au moins je suis dédommagé du risque que je prends, vous allez vous tourner vers des prix plus élevés en vous disant que ce prix plus élevé doit représenter une qualité plus élevée. Mais après tout, puisqu'il y a asymétrie d'information, vous n'êtes pas non plus totalement certain de ça, et vous pouvez vous retrouver avec un prix de mauvaise qualité que vous avez payé bien cher. Autre conséquence négative de l'existence d'asymétrie d'information sur un marché, ce qu'on appelle un aléa moral. Donc je vais commencer par définir ce qu'est l'aléa moral. L'aléa moral est la situation où un acteur a un comportement inadéquat car il sait qu'il est protégé par un contrat. Je répète, un aléa moral est la situation où un acteur a un comportement inadéquat car il sait qu'il est protégé par un contrat. Alors la définition n'est pas forcément très claire comme ça, mais je vais expliquer, j'espère que ça deviendra plus clair ensuite. Donc clairement, l'aléa moral, c'est fait référence à une situation où vous avez un contrat et plutôt un contrat qui va vous engager sur de long terme. Donc c'est pas exactement, pas du tout une situation qu'on va retrouver par exemple dans la vente d'un bien comme on l'a dit, sur les biens d'occasion, un bien immobilier, etc. L'aléa moral, c'est une situation qu'on va retrouver soit dans des situations d'assurance, soit dans des situations de contrat de travail. Donc dans ces deux situations, pour l'assurance, on l'a dit, il y a asymétrie d'information. Pour les contrats de travail aussi, puisque pour les personnes qui sont du côté de la demande, donc les entreprises, ne savent pas exactement quel est le niveau réel de productivité des personnes qui sont du côté de l'offre de travail, donc les travailleurs et les travailleuses, et ne savent pas notamment quels efforts vont être déployés. Donc vous pouvez même voir le CV, mais vous ne savez pas si est-ce que ce CV est 100% honnête, est-ce que cette personne va faire des efforts et va apporter beaucoup d'argent à ma société. Donc asymétrie d'information. Quand vous concluez le contrat, que ce soit contrat d'assurance ou contrat de travail. Ensuite, si vous êtes justement du côté du côté positif, on va dire, de la symétrie d'information, du côté où vous avez plus d'informations, soit sur votre niveau de risque dans le cadre de la compagnie d'assurance, soit sur votre niveau de productivité dans le cadre du contrat de travail, vous allez pouvoir justement agir sur ce niveau et dire je suis protégé par le contrat. Donc quoi qu'il arrive, finalement, le contrat est signé. Si j'ai un accident, je serai protégé par mon contrat d'assurance. Si je ne fais pas plus d'efforts que ça pour travailler, je suis protégé par mon contrat de travail. Évidemment, il faut travailler, mais en tout cas, je ne vais pas faire d'efforts, je ne vais pas être spécialement efficace dans le cadre de mon emploi. Donc typiquement, à cause de l'aléa moral, vous savez que dans le cas d'un contrat d'assurance, vous allez être protégé, quoi que vous fassiez, donc vous allez vous dire, tant qu'à faire, autant prendre des risques, soit ces risques payent et je vais en profiter, c'est moi qui vais en profiter exclusivement, que ce soit d'ailleurs vous à un niveau personnel, mais ça peut être aussi si une société est protégée par un contrat d'assurance, elle va dire je peux prendre des risques, ces risques peuvent payer et me rapporter plus d'argent, et si jamais ces risques ne se payent pas et se retournent contre moi, de toute façon, je suis protégé par le contrat d'assurance, et l'assurance va me protéger. Donc là, vous êtes typiquement dans une situation où vous prenez plus de risques à cause du contrat d'assurance, et du coup, à cause du contrat d'assurance, la compagnie risque de se retrouver à payer plus parce qu'elle a déjà signé un contrat qui est fixé. Dans le cas du contrat de travail, vous allez vous dire de toute façon que je fasse des efforts ou pas, je suis payé la même chose à la fin du mois. Donc pourquoi est-ce que je devrais faire des efforts quand je recevrai le même salaire? Autant me préserver et ne pas travailler plus que ça. Typiquement, dans une situation que je connais bien en tant qu'enseignant, que je fasse des efforts pour
travailler et essayer d'aider mes élèves ou que je fasse le minimum, si même je passe mes cours à raconter ma vie et à passer des films, je serai a priori payé la même chose à la fin du mois. Si le taux de réussite de ma classe au niveau du baccalauréat est proche de 0%, ça n'aura pas de conséquences sur mon emploi et sur mon salaire. Donc, pourquoi est-ce que je devrais m'embêter en dehors de ma conscience? Mais la conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on considère en économie. Pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à travailler et à aider mes élèves? Donc là, on voit bien que l'asymétrie d'information, le fait que l'entreprise ne sache pas le vrai niveau de productivité et d'effort de ses salariés et les compagnies d'assurance ne connaissent pas le vrai niveau de risque de ses assurés, conduit à des comportements inadéquats, un manque d'effort de la part des salariés ou une prise de risque excessif de la part des assurés. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, plutôt ces problèmes. Cette intervention, pour le coup, peut venir de l'État, comme on l'a déjà vu dans les situations précédentes. Il y a aussi des possibilités de la part des sociétés et des acteurs directement impliqués, mais ces situations ne sont pas toujours parfaites. Première possibilité, puisque le problème de base, c'est la symétrie d'information, le fait que l'information n'est pas totalement transparente, on peut obliger l'information à être transparente à travers des systèmes de labels, de réglementation, etc. Donc, cette information, cette transparence de l'information, elle peut être assurée directement par les entreprises sans qu'il y ait besoin d'intervention de l'État. Le problème, c'est que si l'État n'intervient pas, les entreprises sont libres de le faire ou pas, et donc certaines peuvent jouer le jeu et être transparentes, et d'autres peuvent ne pas être transparentes. Et donc, il y a toujours une prise de risque, même si le risque est clairement atténué, puisque vous savez que pour certains produits, au moins, l'information est là, et pour les autres, il y a un risque qui est plus important puisqu'ils décident de ne pas jouer le jeu. Il y a aussi un risque que les entreprises divulguent certaines informations ou tournent ces informations d'une certaine façon et en fait, d'un côté semblent jouer le jeu de la transparence, mais en réalité dissimulent certaines choses. Donc finalement, l'intervention de l'État, elle est neutre, elle est impartiale, elle est objective et elle est par conséquent plus sûre, plus rassurante. Si l'État vous dit vous devez exactement indiquer telle chose et vous devez le définir de telle façon, si par exemple vous devez indiquer l'origine de la viande, il faut que ce soit vraiment l'origine de où est-ce que les animaux ont été élevés et pas où est-ce que les animaux ont été abattus, voire où est-ce que la viande a été transformée. Donc dans cette idée d'obliger l'information à être transparente, on a en effet toute la réglementation sur les produits alimentaires, sur dire quels sont les différents ingrédients. Maintenant, le Nutri-Score, mais qui justement n'est pas obligatoire, qui est un outil qui n'est pas totalement fiable puisque tous les produits ne sont pas obligés de l'afficher. Vous avez aussi la question, dans le cas des voitures d'occasion, de contrôle technique moins de 6 mois qui est obligatoire si vous voulez vendre votre voiture. Et donc, par conséquent, en voyant ce contrôle technique, on voit pourquoi est-ce que certaines voitures peuvent être vendues à 500 € et pourquoi d'autres à 7 500 ou 14 500 €, simplement en se fondant sur le contrôle technique. Et on peut voir que justement, peut-être que cette voiture est de moins bonne qualité que celle-là, ou à l'inverse que cette voiture est de meilleure qualité. Donc ça marche bien de façon générale pour lutter contre les asymétries d'information et leurs conséquences, notamment la sélection adverse. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les aléas moraux parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est une information qui est disponible après le contrat et sur laquelle on ne peut pas assurer la transparence. On peut dire par exemple qu'il y a un CV et éventuellement, si vous mentez sur votre CV, vous pouvez être poursuivi. Mais de toute façon, même si vous êtes honnête sur votre CV, ça va pas, vous pouvez tourner les informations d'une certaine façon, ça ne va pas indiquer vraiment votre niveau de productivité et vos efforts. Donc dans ce cas, ce que peuvent faire les entreprises, les acteurs concernés, c'est ajuster le prix en fonction du comportement, soit se fonder sur certains indices justement avant la conclusion de contrat. Par exemple, dans le cas des compagnies d'assurance, ajuster le prix des mutuelles de santé en fonction de votre âge, considérant que si vous êtes plus âgé, vous allez avoir un risque d'être malade plus important et donc on va vous faire payer plus cher. On ne peut pas se renseigner par contre, ça c'est interdit par la loi, en tout cas en France, sur les conditions de santé. Est-ce que vous avez déjà eu un cancer par exemple, mais en théorie, sur un fonctionnement purement théorique, économique,
ce serait une possibilité de se dire, les compagnies d'assurance vont se renseigner en disant, bon ben voilà, cette personne a eu un cancer, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, donc il y a un risque que, même si elle est en rémission, qu'un cancer reprenne, donc elle représente un risque plus important que quelqu'un qui n'a jamais eu de maladie, ou en tout cas jamais de cancer. On peut aussi ajuster le prix après la conclusion du contrat. Par exemple, dans le cas des compagnies d'assurance, tous les systèmes de bonus-malus. Si vous avez eu des accidents, vous allez devoir payer plus votre assurance automobile. Si à l'inverse, vous avez plusieurs années sans accident restant dans la compagnie, vous allez avoir un bonus. Du côté du contrat de travail, là c'est tout ce qui est prime, en se disant, bon bah voilà, vous avez une partie de votre salaire qui est fixe, mais ensuite si vous faites des efforts et que vous rapportez plus d'argent à l'entreprise, ça va se refléter à travers un système de prime qui va augmenter votre salaire. Donc si vous comptez de faire aucun effort, le minimum syndical, on va dire, vous allez avoir votre salaire de base, et si vous faites des efforts, vous êtes plus productif pour l'entreprise, vous allez voir votre salaire augmenter, donc vous allez être incité à faire des efforts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et donc pour ce chapitre. J'espère que tout est clair et je vous souhaite une bonne journée.